bienvenue donc sur cette édition du dernier voyage de Samuel Ayolo. Bienvenue au 20h. Nous sommes donc le 23 avril 2025. Qu'est-ce qui doit donc se passer avec cette confirmation donc du fils aîné de Biya qui nous prouve donc réellement il nous a donc quitté, il a donc quitté les... Et dans ma vie, 3, 2, 1, go! des femmes, parce que Ok, c'est bon. Bon! sauf quand je suis acculé, ou alors quand je me rends compte qu'une femme a une dimension politique et est en train de nuire à l'avenir du pays, au fonctionnement de l'État. Même pas de l'État, mais au fonctionnement de ce qu'on peut appeler la démocratie. Parce que ce n'est pas parce qu'on sert l'État, on peut servir un État tyrannique. Mais si je prends parole aujourd'hui, c'est parce que je ne voudrais pas m'embourber dans des débats de bas de jupon par rapport à l'actualité qui a eu à tourner autour de la CAN et de quelques biens. Mais je voudrais juste revenir sur un fait, comme je le disais, les Camerounais, nous faisons toujours semblant d'être surpris. Et pourtant, il n'y a pas très très longtemps, justement, je parlais d'une grande dame, écrivaine, qui logeait au Mont-Fébé, aux frais du contribuable camerounais, du cabinet civil. J'avais dénoncé cela. Combien sont-elles? Alors, elles sont nombreuses. Je ne pourrais donc pas, moi, venir courir derrière d'autres. Non. Parce que c'est un combat que je fais depuis. Et quand je dénonce avant, parce que c'est une républiquette bananière, où tout un chacun se lève, prend ses donzelles, et peut bien faire ce qu'il en fait. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je ne trouve même pas scandaleux cela. Vous allez vous étonner. Oui, je ne trouve pas ça scandaleux. Parce que le Cameroun est à partager. Chacun d'entre nous doit demander sa part. Envoyez vos frères, envoyez vos soeurs. Vendons le Cameroun, on se partage. Ce n'est pas ça qu'on dit depuis. Chacun doit aller prendre sa part. Vous connaissez combien les femmes prennent là-bas à la présidence? Papa, les 100 millions euros, 200 millions euros, 500 millions euros, 700 millions euros. Vous connaissez comment elles prennent au ministère des Finances et dans tous les marchés sans jamais les réaliser? Notre pays, c'est comme ça. Mais la réalité, pourquoi est-ce que je viens parler de ça? C'est parce qu'en même temps, sans vouloir le disculper, je dis, Mbonda Yolo qui est cité, ce n'est pas lui qui a réalisé cette action seule. Je vais essayer de vous expliquer, c'est qu'en réalité, il a été contacté par une artiste du Bikoti, assez influente, qui connaît également un autre artiste de Bikoti, très grand ami de Oswald Baboke, directeur du cabinet civil, directeur adjoint du cabinet civil. C'est donc Oswald Baboke qui va actionner ce réseau et va faire comme Mbonda Yolo aussi. En réalité aussi, on va mettre cela à l'extérieur pour que ça puisse fragiliser Mbonda Yolo. Parce qu'il faut quand même se dire que Mbonda Yolo n'est pas un saint. Mais parmi les moins voleurs, peut-être qu'il se retrouve vers les deuxième catégorie ou troisième catégorie. Enfin, les autres sont première catégorie. Et comme il y a une grande lutte d'influence entre le clan Boulou et le clan Nanga, Mbonda Yolo représente le clan Boulou. Et bien évidemment, lui, ne voulant pas trop se mouiller, se tremper, on aime toujours le pousser dans des affaires parce qu'on sait très bien que c'est un serial lover.
Ah oui, avec un bon coup de courant électrique. Mais bon, ça c'est sa vie privée. Voilà ce qui s'est passé. Mais ceci n'est pas aussi grave que ça parce que derrière cette canne, il y a beaucoup d'affaires qui se passent. Et bien évidemment aussi, même avant cette canne, c'est que nous sommes dans un pays où les gens prennent les caisses de l'État comme étant leur propriété privée. Et c'est là où je vais en venir. Parce que Mondayolo, lui, c'est sa spécialité. C'est-à-dire que les trucs comme les hôtels, les trucs comme le Mont Fébé, voulais-je dire, le Hilton, où l'État a une quote-part et a des chambres. Et bien, Mondayolo, lui, il profite pour mettre les siens, pour mettre qui il veut. Et c'est ça qu'il faut combattre. Moi, je ne vais pas aller combattre tout simplement un influenceur ou une influenceuse. Je vais combattre le mal par la racine. Parce que c'est eux qui dilapident de l'argent. Parce que vous allez voir là, demain, après on va nous présenter encore une autre petite fille là. Oh, elle a pris 3 000 euros. Vous courez. Oh, on nous présente une autre là. Elle a pris ceci. Non, 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 non. Il ne faut pas regarder là-bas. Il faut regarder qui fait ça. C'est ce régime-là. Et je dis bien que Mondayolo, c'est une spécialité. En ce moment, Mondayolo loge depuis un an au 8e étage du Hilton son ami qui s'appelle Henri, aux frais du contribuable camerounais, au 8e étage. Et Henri, sa spécialité c'est ma jolie aujourd'hui, ma tati demain, et on jouit, et on se réjouit. Aux frais du contribuable. Mondayolo loge au Mont Fébé un de ses amis. On l'appelle Henri Birazé. Henri Birazé. Je vous rappelle que Henri est gabonais. Parce que les influenceurs et machins qui mangent là, c'est quand même des Camerounais. Hein, ou les influenceuses là, c'est des Camerounaises. Bon, comme c'est le Cameroun, moi je n'ai pas un problème avec... Non, non, je n'ai pas. Nous tous, donnez-nous cet argent-là, on mange nous tous. Mais dites-moi Henri, ou bien un monsieur comme Henri Birazé. Il loge depuis un an au Mont Fébé, aux frais du contribuable camerounais. Il a la sécurité, il a la voiture, il a la DES. Mais c'est quoi ça? Exactement comme je vous disais que cette femme qui est grande écrivaine franco-camerounaise, elle logeait au Mont Fébé, au compte du secrétaire, mais du cabinet civil à la présidence. Même Mondayolo, il est riche, il est milliardaire. Pourquoi est-ce qu'il ne loge pas ses amis à ses frères? À quoi sert Henri Birazé à l'État du Cameroun? Henri Birazé est un ami de Mondayolo qu'il avait rencontré à l'université Jean Moulin à Lyon. Ils sont devenus des amis là-bas. Mais bon, comme il dit, tous ces bons partouzeurs là, les Henri Birazé, parce que la seule chose qu'il fait au Mont Fébé, c'est les petites, les partous. Il est né en 59. Je crois que Mondayolo est né en 57, quelque chose comme ça. Henri Birazé n'est pas n'importe qui, puisqu'il a été, je crois,
non seulement directeur de quoi du commerce du Gabon à Paris, puis il a été ambassadeur du Gabon à Sao Tomé et Principe. Il a même été ambassadeur du Gabon en Égypte, en Tunisie. Mais ce monsieur loge à l'hôtel uniquement pour les acrobaties des va-et-vient. Au compte du cabinet civil. C'est quoi ça? Nous sommes où là? Quel est ce pays-là? Oui, je n'ai rien contre Mbonda-Yolo, qui d'ailleurs, j'ai continué à appeler grand frère. Mais quand il s'agit des biens publics, vous le savez, grand frère, parce que vous me regardez là, je sais que vous me regardez. Moi, je ne parle pas à côté. Je bombarde. Ce comportement-là n'est pas bien. Vous savez que vous êtes riche. Vous avez des maisons. Vous achetez des maisons à 650 millions. Vous-même, vous le confirmez. Votre père, c'est Moïse Ayolo, qui vous vantez souvent, et je vous applaudis souvent, qu'il s'est enrichi parce qu'il faisait le cacao avec les Grecs et tout, c'est le premier exportateur de cacao au sud et tout, et que vous êtes vraiment milliardaire, vous avez des terres, mais logez vos amis avec votre argent. Pas que tantôt c'est les femmes, tantôt c'est les amis, et tous ces amis-là, c'est les partouzeurs. Non, mais c'est pas possible. Comment on peut fonctionner comme ça? Oui, c'est bien. Je sais très bien que vous avez eu votre carrière à partir du Gabon. Oui, puisque lorsque vous avez été recruté parmi les 1500 licenciés là et tout, voilà, vous avez fait votre carrière lorsque vous avez été nommé au Gabon comme ambassadeur, je crois. Et d'ailleurs, lorsque Omar Bongo meurt, vous êtes à cette époque-là, oui. À cette époque, vous étiez l'ambassadeur du Cameroun au Gabon en 2009. Vous avez d'ailleurs reçu Ali Bongo. Vous avez été parmi ceux-là qui ont fait. Donc, si vous voulez faire vos affaires, que vous savez que le Gabon, c'est par là que vous aurez votre pouvoir, c'est-à-dire que votre soutien, parce que vous avez soutenu Ali Bongo ou encore Mbaobam, qui est venu mourir à Yaoundé. Mais bon, voilà. Faites-le avec vos moyens. Vous êtes riche. Vous êtes trop riche. Vous-même, vous ne vous en cachez pas. Vous dites que vous avez des milliards. Comment se peut-il qu'on est en train de demander aux pauvres 0%, 0,2% sur le téléphone? On prélève, on reste, on appuie, on casse les bras. Mais vous reprenez cet argent-là pour aller donner à des étrangers ou à des milliardaires. Qu'est-ce que Mbiranzé, Henri Mbiranzé, fait au Montpellier? Qu'est-ce que Henri a confisqué le Hilton? C'est la même chose. Vous voyez, comme j'ai dit la dernière fois, c'est la cousine de Chantal, celle qui est ici infirmière à Kremlin-Bicêtre, à Paris. Elle loge là-bas, au Montpellier, au Hilton. C'est-à-dire qu'avec la DSP, Mercedes 500 et tout. Et vous ne voulez pas que les autres bénéficient? Non, les influenceurs bénéficient. Moi, je ne suis pas contre eux. Puisque si vous voyez une infirmière quitter d'ici, on dit que juste parce que c'est la cousine de Chantal Biya. Elle a les boutons partout. Après, la DSP, elle a. Si vous voyez au Hilton, je vous ai dit, toujours au Hilton, la belle-fille de Chantal Biya, c'est-à-dire que la femme de Patrick Hertz, 7 enfants, les enfants bloquent les ascenseurs au Hilton. Ils ont transformé le Hilton en une cour. Et depuis plus d'1 an, ils y vivent aux frais de l'État. Aux
aux frais de l'État. Non. En tout cas, comme moi je connais déjà même votre faible là, je vais vous envoyer toutes mes cousines, toutes mes soeurs là-bas. Ils vont aussi avoir leur part. Qu'est-ce que vous voulez? Mais ce qui est quand même extraordinaire, il faut expliquer aux gens ce que Henri Mbiranzier fait là-bas. Camerounais, allez demander. Quand je vous donne des informations comme ça, là, allez, tout ce monde que je vous cite là, qui sont là-bas et tout et tout. Donc, pendant ce temps, aux hommes d'affaires, il faut vous fréquenter, mais ne faites pas de guerre. Et là où il y a des hommes d'affaires bamileke, ils disaient aux hommes d'affaires nordistes de ne pas aller. Là où il y a des hommes d'affaires nordistes, ils disaient aux bamileke, vous n'allez pas. Mais vous faites un syndicat, vous vous connaissez. Chaque année, il organisait une fête, il invitait tous les opérateurs économiques. Il dit, parlez-vous, faites des échanges, discutez, etc. Faites des innovations. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'avais une deuxième question, s'il vous plaît. C'est concernant Odon, je ne sais pas si je prononce bien, Odondon, qui avait volé, celui qui avait volé environ 52 milliards. Et lors de son procès, il avait dit notamment que c'était un détournement de fonds lié à la première dame par le biais du CIRAC. Je ne sais pas si on pouvait en savoir un peu plus sur ce dossier-là également. Mais tout à fait. D'abord, il n'a rien volé. Vous voyez comment le régime de Biya est... Odondon était comme une lessiveuse. On l'a mis là pour servir de lessiveuse. Il a fait une faute parce que il a mis le CIRAC et puis quand le président voyage, on lui dit, bon voilà, vous faites la valise au chef de l'État. Quand on dit vous faites la valise au chef de l'État, c'est quoi? Vous lui remplissez la malle, c'est les zéros, les dollars et tout ça. Vous lisez un rapport, c'est Wikileaks qui a éventré ça, où le département d'État américain dit que Paul Biya confond son argent, l'argent du Cameroun avec son argent de poche. Et je cite des mémoires, il voyage avec des valises au bureau de cash pour faire le plein du kérosène de ses avions. Et si vous cherchez, s'il y avait une enquête demain, vous n'allez rien trouver au nom de Paul Biya. C'est l'homme le plus riche d'Afrique centrale, suivi par Kagame. Si vous faites une enquête aujourd'hui, vous n'allez rien. Si elle dit vous portez plainte à Biya, nous sommes dans un état transparent, vous amenez Biya au tribunal, vous n'allez rien trouver à son nom. La seule chose que vous allez trouver à son nom, c'est son palais, c'est ses plantations d'ananas et d'EVA. Et vous n'allez rien trouver en Occident, il n'a pas de maison. Il y a des maisons, mais ça ne porte pas son nom. Il n'y a rien à son nom, les gens font des choses pour lui. Donc, quand il va vous punir, il vous punit. Gérard Odondon n'a rien volé. Gérard Odondon a été victime, il a été pris entre l'enclume et le marteau. Chantal Biya a fait une fugue. Elle est partie avec à peu près 1 600 000 €. Donc Biya, bon, il connaît la cadence dépensière de sa femme, il sait combien de temps ça va durer, elle va revenir. Elle a fait pratiquement 6 mois. Donc quand il mène les enquêtes, Gérard Odondon lui a envoyé de l'argent, Mendoza lui a envoyé de l'argent. Donc quand on arrête Mendoza, c'est pas parce qu'il a volé. Quand on arrête Gérard Odondon, c'est pas parce qu'il a volé. C'est parce que il s'est mêlé des histoires du couple présidentiel. Ok. Ah ouais. Je complète votre question. Vous avez posé une excellente question. Si vous prenez Pierre-Désiré Ngo, Pierre-Désiré Ngo l'arrête pourquoi? Il n'a pas volé. Mais on veut faire ce qu'on appelle la recapitalisation, comment on appelle ça, du CNPS. Je vous ai dit que le CNPS avait beaucoup d'argent. À un moment, on avait tout bouffé. On avait un ministre de l'économie et des finances qui s'appelait Akame Fumu, Edo Akame Fumu. On ne peut pas payer les fonctionnaires. Donc, ils prennent l'argent de la CNPS pour payer les fonctionnaires. Ce n'est pas la fonction de la CNPS. Donc, quand les papas retraités viennent, souvent ils viennent la veille. Ils dorment avec les sacs de couchage au bas du truc. Ils se disent, bon, quand on me paye, je ne peux que de venir. Le matin, on ne peut pas les payer. On commence à les chasser avec l'eau salée. Les papas se mettent à pleurer. Ils font des chansons funèbres. Donc, Désiré Ngo, lui, on va le prendre dans ce truc. Lui, il n'a pas volé l'argent. Mais qu'est-ce qu'il fait? Paul Biya n'arrête pas les gens pour rien. Hein.
qu'est-ce qu'il fait? Il est de Bolova, il est natif de Bolova. Et il a compris que les Camerounais ne connaissaient pas leur histoire. Et il veut rendre hommage à Paul-Marie Samba, Martin Samba. Et Paul Martin Samba est mort le même jour que Douala Mangabel, le 8 août 1914. Douala Mangabel a été pendu, mais Paul Martin Samba, lui, il a été fusillé, machin par les Allemands. Donc, c'est un nationaliste. Donc, il veut lui rendre hommage. Donc, il fait une fondation. Donc, le même jour, il invite le sultan de Bamou, tous les chefs traditionnels. Mais pour Paul Biya, si vous êtes dans la tête de Paul Biya, parce que Paul Biya, quand vous l'appelez Nongi, lui ne rit pas. Il prend ça très très au sérieux. Parce que Paul Biya, il pense qu'il est le roi de tous les Camerounais. C'est pour ça qu'il ne quittera jamais le pouvoir de lui-même. Parce que dans sa tête, il pense que, un, il est immortel, de deux, il est le roi, qu'on lui a donné le Cameroun en cadeau. Donc, quand on lui dit que quelqu'un a invité les chefs traditionnels, il dit, mais, donc, tu veux ma place? C'est comme ça qu'on arrête de désirer un mot. Ah ouais. J'ai une dernière question, s'il te plaît. Merci beaucoup pour les réponses. Au fait, il y a un commissaire, son nom m'échappe, qui a fait des vidéos, des sorties dernièrement sur YouTube, qui ont beaucoup parlé. Il expliquait comme quoi, notamment son mandat. Ouais, Albert Béné, merci beaucoup. Que le mandat de 2018, notamment, avait été pris par Paul Biya, notamment pour l'offrir à Chantal Biya. Notamment que Paul Biya ne gérait plus rien et que c'était pour les caprices de Chantal Biya qu'il avait donné et que c'est même Chantal Biya, en gros, qui occupe la fonction de Madame la Présidence actuellement, qui nomme à part quelques fonctions clés où Paul Biya a mis ses hommes, mais que c'est Chantal Biya qui nomme les ministres et tout. C'est vrai? Qu'elle est un peu... Non, c'est vrai, le boy, gardez le micro. C'est vrai parce que si vous lisez les rapports du département d'État, Biya, en public, il appelle sa femme Madame la Présidente. C'est elle, sinon, vous voyez, Mbongo, il a battu le record passé au secrétariat général de la présidence. C'est Chantal Biya qui a refusé parce qu'à un moment, Biya, il a quand même eu des remords puisque son fils a été sauvé par le fils de Mendoza. Donc Biya, il a eu un peu de remords. Nous avons commencé à faire du bruit sur les réseaux sociaux. Biya a demandé, Chantal Biya dit qu'il crève. Il ira nulle part. Pas d'évacuation sanitaire. C'est elle qui gouverne le Cameroun. Voilà, votre information est excellente. C'est elle. Attends, mais un monsieur de 92 ans, s'il a 2 heures de lucidité par jour, c'est un miracle. Quelqu'un même qui ne peut pas faire pipi de lui-même. Je vais vous raconter une anecdote, le boy, parce que vous avez posé une question intéressante. Un jour, c'était un sommet international. Et Biya, Jacques Chirac, il est avec Michel Dupuche. Et Michel Dupuche a été ambassadeur longtemps de France en Côte d'Ivoire et il était monsieur Élysée, affaires africaines. Donc, Chirac interpelle Biya. Il lui dit, mais Paul, tu ne m'appelles jamais et tu ne retournes jamais mes appels. Alors, comme d'habitude, Biya botte en touche. Oh, ben tu sais, Jacques, les 2 hommes se tutoient. Oh, mais tu sais, Jacques, je suis souvent au village et là-bas, il n'y a pas de raison. Et quand Biya tourne le dos, Chirac s'adresse à Michel Dupuche. Il lui dit, mais comment fait-il pour arriver à diriger un peuple aussi complexe en s'y mettant si peu? Parce que la réalité, c'est que Biya ne gouverne pas le Cameroun. Si vous lisez les mémoires de Jacques Faucard, il dit, Biya... lorsque j'allais à Yaoundé voir Aïdjo, je faisais toujours une petite visite de courtoisie à Paul Biya, mais il était manifeste qu'il ne suivait pas les dossiers. Et moi, je m'étais dit que Aïdjo l'avait mis là-bas parce que c'était quelqu'un de très peu d'envergure et que le moment venu d'organiser véritablement sa succession, il mettait quelqu'un d'autre. Il dit, eh bien, je m'étais trompé. Et il dit, Paul Biya se maintient au pouvoir en sémant les zizanies au sein de l'opposition avec de l'argent et la force armée. Il dit, voilà, vous avez des gens qui apprennent que le président camerounais est à Paris, ils vont le voir, on dit non, le président ne reçoit pas des gens là-bas, machin, venez au Cameroun. Bon, le type, il prend l'avion, il va au Cameroun, il descend au Hilton. Il attend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Il a déjà dépensé 2 milliards de francs CFA. Il ne voit pas Biya, il rentre à Paris, les gars lui disent, mais va à Abidjan. Il arrive à Abidjan, Alassane Ouattara vient le chercher à l'aéroport. Dès le lendemain, 9h, son truc est opérationnel. Voilà. Mais nous, on a un Dieu. C'est quelqu'un, c'est un Dieu.
il ne daigne pas voir les gens. Comment vous allez développer un pays comme ça? Je vais poser, pardon, j'ai tellement de questions. Non. Je peux rester sur le panel. Je sais que. Une question. Ok. À la demande de section de monsieur Dupont. En fait, ma dernière question, c'est pour être un peu pragmatique. Moi, je suis économiste de formation et notamment, je vois que Monsieur Biya, il a créé ce qu'on appelle l'économie, un équilibre de Nash, c'est-à-dire que un équilibre dont l'individu lambda, sa position dépend de la position de l'autre. C'est-à-dire qu'il a nommé tellement des incompétents qui brisent, notamment qui se gavent de ces positions de pouvoir et de détournement de fonds. Et ces individus-là, malheureusement, il est impossible, pour moi, je dis bien impossible, de manière rationnelle, que ces individus lâchent le pouvoir s'il n'y a pas la contrainte du peuple, notamment, qui peut même les empêcher de perdre leur vie. Qui peut même leur pousser justement à perdre leur vie, autant pour moi. Ma question, c'est aujourd'hui, de manière rationnelle, quelle est la stratégie que le peuple camerounais pourra mettre en place pour faire partie de ce régime, parce qu'on sait tous, malheureusement, quand on voit les nominations du Conseil constitutionnel, quand on voit la violation de la loi, quand on voit tout ce qui se passe, et de manière rationnelle, quand on voit par exemple quelqu'un comme Éric Essousset, il sait que si demain Maurice Kamto est là, son poste il va chuter. On voit Clément Tangana également. Bon, en fait, on a des individus qui ne jouent que par Biya. Ils savent que leur poste ne dépend que de Biya. Et de manière rationnelle, malheureusement, à 90%, ou je dirais même 100%, ces individus-là vont forcément mettre, peu importe le résultat du vote, peut-être désigner Biya. Qu'est-ce que le peuple peut faire justement pour renverser la tendance? Alors, vous posez une question pertinente. Sauf que, je vous parlais d'économie saisonnière en Scandinavie, on va y convoquer la métaphore d'économie fragile ou saisonnière. Mais dans le fond, c'est une économie du ventre. C'est-à-dire, on vous tient avec ça. Voilà. Mais la question que vous posez, j'ai la réponse, mais je ne réponds pas pour des raisons stratégiques. Parce que nous allons aux élections en octobre. Vous êtes en train de m'obliger à vous déployer le plan B. Non, c'est juste parce que quand on voit par exemple ce qui s'est passé au nord, au Grand Nord dernièrement, justement, il y a eu des vidéos qui ont fuité, dans lesquelles notamment il y a un ponte du régime, notamment responsable du comité central du RDPC, qui a rempli au sein de son domicile 4 bureaux de vote où il inscrit les gens et les fait voter. En fait, c'est-à-dire qu'il y a tellement de techniques de fraude, la liste électorale qui n'est pas publiée. On a nommé dernièrement la femme, une responsable du comité central, sénateur du RDPC, encore parmi le comité central du RDPC. Bon, tous ces aspects-là nous poussent parfois à se dire, mais qu'est-ce qu'on pourra faire? On va faire des choses. D'abord, nous, à Londres, le 26 avril, nous avons une réunion avec toutes les branches. On a nos frères anglophones. Parmi eux, il y a les fédéralistes, il y a les sécessionnistes, il y a toutes les branches. Vous avez même la base dedans. Je serai le modérateur. Ce que vous dites là, ça me plaît que vous en parliez. Et j'aimerais que tous les Camerounais aient la même conscience que vous. Mais nous avons appris de nos erreurs et égarements de 2018. En 7 ans, nous avons appris beaucoup de choses. On va faire une chose à la fois. On ne vient pas en public dévoiler, déployer ces stratégies à l'ennemi. Mais je suis conscient que vous en soyez, mais sachez que vous n'êtes pas le seul. Il y a beaucoup de Camerounais, les plus jeunes. Moi, c'est ça qui m'impressionne, j'ai des larmes aux yeux. Et nous, les gens de mon âge, j'ai envie de demander pardon aux plus jeunes. Parce que nous vous avons laissé tomber. Parce que si nous nous étions comportés comme vous, comment vous réfléchissez aujourd'hui, ce type n'allait pas passer 43 ans. Donc nous, vos aînés, nous avons honte. Et on vous demande pardon. Parce que nous avons failli à notre rôle de guide, de vous guider. Mais c'est vous, les enfants, qui venez aujourd'hui nous bousculer un peu. Et nous vous suivons. Mais le boy, rassurez-vous, ça ne va pas se passer comme ça s'est passé en 2018. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos réponses. L'Europiana également, merci pour ce genre. C'est tellement édifiant et bon, je vais rester en bas et peut-être je pourrai remonter après. En tout cas, merci et on se dit à la prochaine. Tout de suite. TikTok suite.
Bonsoir Laurent, bonsoir Monsieur Jean-Pierre Dupont. Vraiment merci pour ce live. Je suis resté scotché, passionné par tout ce que vous avez dit. Je suis comme le monsieur qui sort de la caverne et qui se rend compte qu'il y avait un autre paysage beaucoup plus lumineux hors de cette caverne et que jusqu'ici on n'en avait que le reflet sur lequel nous nous battions, et pourtant notre Cameroun était un pays flamboyant, merveilleux. Vous convoquez Platon. Exactement, Jean-Pierre. Nous sommes vraiment en plein là-dedans. Et je loue l'initiative de Laurent, je loue également votre volonté de venir sur des lives comme ceci pour vulgariser cette connaissance, vulgariser ces anecdotes, ces éléments qui nous donnent d'en savoir davantage sur notre pays. C'est vrai, nous sommes occupés à chercher le pain quotidien pour notre petite famille, à nous débattre, à s'en sortir dans ce marasme, et on n'a pas toujours le temps, même le réflexe de s'instruire profondément sur ces délicates choses qui nous permettront d'avoir une meilleure fierté pour notre nation. J'ai d'innombrables questions qui me sont montées au fur et à mesure des échanges, mais je vais me limiter à 2, Laurent, pour ne pas monopoliser l'antenne et permettre à d'autres patriotes et frères comme moi de poser des questions. Jean-Pierre, je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé. L'ancien président Amadou Ahidjo, vous nous l'avez dit, a construit, ou alors a commencé à construire un pays. Et moi, petite parenthèse, je suis passionné par l'administration. Et vous nous avez donné de savoir qu'il a travaillé à créer une administration, que ce soit une administration publique ou même une administration privée, avec les différentes entreprises privées qui ont été mises en place, solides, de manière à pouvoir créer de la richesse, de manière à pouvoir créer de la valeur ajoutée, que ce soit dans le service public, les travaux publics tels que vous le décriviez, l'accompagnement des Camerounais, les bourses qui sont mises à la disposition des uns et des autres, la conscience professionnelle que les uns et les autres avaient dans les tâches qu'ils réalisaient, que ce soit dans l'extrême nord du Cameroun ou même dans les profondeurs de l'ouest de notre pays. Et il y avait cette conscience des administratifs, certes de jeunes administratifs, mais des administratifs quand même qui faisaient bien le travail. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en moins d'une décennie, tout se soit complètement cassé, tout est pété autant, au point où toute cette administration flamboyante qui portait le pays dans ses différentes tâches se soit cassé la figure, que ce soit au niveau du public que du privé, pour qu'on en soit arrivé là? C'est ma première question. Très bien. Question très pertinente. Il s'est passé plusieurs choses. Mais lorsque Ahidjo remet le pouvoir, déjà quand Ahidjo était au pouvoir, il y avait des gens qui se moquaient de lui. On disait qu'il n'avait pas fait les grandes études, mais Ahidjo était un homme très cultivé. Il avait pratiquement tout lu. Et il était curieux du savoir. Mais il n'avait pas comme en Guinée, parce que Sékou Touré en Guinée, qui avait également le certificat d'études, avait développé un complexe d'infériorité. Et il avait anéanti tous ceux qui avaient le savoir, tous ceux qui avaient de la famille, ceux qui avaient un nom. Il a supprimé tous les chefferies traditionnelles. Il a éliminé tous les commerçants. Ahidjo, lui, il avait pris les choses, il avait fait les actes contraires. Ahidjo s'était entouré des meilleurs. Et même quand Castor Osande Afana trouve la mort, Ahidjo avait demandé qu'on le lui amène vivant. Il a été tué accidentellement parce qu'ayant perdu ses lunettes, etc., on l'a mépris pour quelqu'un d'autre. Mais la démarche d'Ahidjo, même à Wendy, le but était que Wendy le réintègre, etc. Donc, jusqu'à la fin. Et il a été très fasciné par l'UPC. Quand vous voyez son parti UNC et UPC, il n'y a que la lettre P ou la lettre N qui les diffère. Donc, il était entouré de meilleurs. Et il a beaucoup appris. Mais le problème est à quel niveau? Les gens d'André Marembida, ou les sudistes globalement, ont mal digéré que Ahidjo est comploté avec le gouverneur Ramadier pour enlever André Marembida. Ça, c'est bien. Alors, de deux, il y a des gens qui disaient, voilà, c'est notre tour. C'est-à-dire dans une logique tribale.
c'est notre tour pour manger, etc. Mais en faisant cela, ils n'ont pas tenu compte de certains piliers. André Marie, comment on l'appelle, Samuel Ebois dans ses mémoires, dit que il y a des gens qui ont des rapports compliqués avec l'argent. Il a donné l'exemple de Bamileke et de Sawa. Lui, il était Sawa. Samuel Ebois, il était de Melon, ou de Mankwa, quelque part là-bas. Et il donne l'exemple. Il dit voilà, le président Ahidjo donne de l'argent aux gens parce que, qu'est-ce qu'il veut? Il veut petit à petit pousser hors du Cameroun la bourgeoisie non camerounaise en leur donnant des dédommagements. Il y avait beaucoup de Béninois au Cameroun qui tenaient des choses, mais Ahidjo ne va pas créer un incident diplomatique, il va les pousser dehors et les remplacer par des Camerounais. Mais le problème, c'est que les Sawa, la plupart des Sawa à qui on donnait de l'argent, leur rêve c'était d'aller vivre en France. Mais quand vous allez en France et que ça se passe mal, et tu reviens et tu veux reprendre ton terrain que tu avais déjà vendu, et il y a de l'argent que l'État t'avait prêté et que tu dois rembourser. Beaucoup de gens sont allés en prison comme ça à l'époque. Donc, on a ces faits-là. Mais mettons le Bamileke qui mange le tapioca avec le sucre et de l'eau et il dort. Et il garde son argent. Et moi, j'ai un Bamileke à Foumbal. On lui a donné une ordonnance, je ne sais pas moi, 2500, il n'a pas payé. Il a préféré mourir avec son argent sur lui. C'est une anecdote. Mais donc, le gars, il reste, il investit, il fait des choses. Mais ça va créer des jalousies. Parce que faire le commerce, c'est une culture. Il y a une discipline. Il y a une méthodologie. Il ne suffit pas qu'on te donne de l'argent pour que tu deviennes un homme d'affaires. C'est un apprentissage. Donc, ça va créer des frustrations. Donc, quand Ahidjo s'en va, les nordistes et les Bamileke sont perçus comme des gens ayant profité du système. Donc, tu m'as parlé de faux billets tout à l'heure. Mais ce dont tu devais me parler, on peut parler des faux billets, mais ce dont tu devais me parler, c'est de l'argent, le billet de banque portant l'effigie d'Ahidjo. Biya va demander qu'on ramène cet argent. Et si tu ramènes 4 millions, par exemple, si tu ramènes, disons, 50 millions, on t'en donne 10. Mais si tu ne ramènes pas cet argent, ça n'a plus de valeur. Parce qu'on va créer une monnaie avec l'effigie de Biya. Il y a des gens qui vont se suicider au nord. Donc je ne sais pas si c'est à ça que tu faisais allusion, parce que sur Ahidjo, il n'y a pas eu de faux billets. Donc on a créé une situation où vous avez des hommes d'affaires du nord qui sont des hommes d'affaires naturellement. Vous avez des hommes d'affaires d'Amérique qui le sont de façon naturelle. Et quand Biya arrive au pouvoir, pour calmer ses frères, qui vont lui dire c'est notre tour, il va leur donner de l'argent, les banques vont fermer, mais cet argent ne va pas aller dans les affaires. Comme leurs affaires n'ont pas marché, c'est le Bamileke qui a saboté. Parce qu'il y a des Bamileke qui préfèrent détruire leur huile plutôt que de le vendre au prix que propose l'État. En économie, c'est faisable. Tu ne m'obliges pas de te vendre ma chose, et quand je te vends ma chose, je veux que tu le payes. Donc on a ça. Et les gens vont commencer à piller les banques. Ahidjo avait fait quoi? L'ONCPB, plein de petites sociétés parapubliques, tout ça va disparaître. Ça me rappelle le Zaïre de Mobutu. Lorsque Mobutu a dit zaïrisation, on a chassé les Belges, on a pris leurs compagnies, on a distribué aux amis de Mobutu. C'est la même chose qui s'est passé sous Biya. Donc du jour au lendemain, mais ils ne savent pas qu'il n'y a pas un argent qui tombe du ciel. L'argent, quel que soit l'argent que tu le trouves, il vient, il a une provenance. Et donc, 86-87, on va basculer. Mais ça va s'aggraver, parce que ça va coïncider avec la chute du coût des matières premières à hauteur de pratiquement 60%. Mais on va coupler ça avec la dépréciation du dollar à hauteur de 40%. Donc le Cameroun tombe dans un truc qu'il n'a jamais connu. Donc du jour au lendemain, les fondamentaux sont partis. L'argent, les réserves qu'on avait à la CNPS, ça va fondre comme neige au soleil. Quand Ahidjo apprend que les fonctionnaires ne sont pas payés depuis 6 mois, ils se demandent mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce que nous leur avions laissé. Donc du jour au lendemain, tout va foutre le camp. Les fondamentaux du pays, ça va toucher tous les secteurs. La qualité de l'éducation, la qualité des soins, les infirmiers ne sont pas payés, les institutions ne sont pas payées, la formation,
la qualité de la formation se détériore. On commence à vendre des choses, on vend les médicaments dans les hôpitaux pour aller les vendre au quartier. On ne respecte rien. C'est-à-dire que tout ce qui avait été fondé, quelqu'un me parle de Fonadé, excellent exemple, on prêtait de l'argent aux Camerounais pour construire. Et puis je ne sais pas si vous les jeunes, vous savez ça. Un couple qui vient de se marier. Le crédit foncier, je crois. Merci, excellent. Voilà, il y avait tout cela. Il y avait des facilités. Et les gens qui se mariaient nouvellement, l'État leur apportait une petite aide. Si vous ne vouliez pas aller dans l'administration, vous commenciez une affaire, l'État vous donnait un petit dépôt et ça vous aidait à obtenir des prêts bancaires. Voilà, mais par quoi est-ce qu'on va commencer? Biya est venu faire un véritable travail de démolition parce que lui, on le tenait en chantage. Les premiers jours, il est bien disposé et les Camerounais ont en son endroit un préjugé favorable. Il recrute des gens, mais il fait l'horreur. Parce que quand il commence à Idjo lui écrire, il recrute plus d'1 500 000 personnes à la fonction publique. Idjo lui dit, on ne crée pas du travail à la fonction publique. Ce sont des consommateurs, ils ne produisent rien. Si tu veux qu'on développe une économie, ça se fait dans le privé et ça se fait dans les entreprises. C'est eux que tu dois stimuler et tes licenciés que tu recrutes là, eux ils peuvent les recruter. Mais ne les recrute pas parce qu'ils viennent alourdir la masse salariale de la fonction publique. Donc il n'en a fait qu'à sa tête. Et à un moment, les gens vont lui dire, écoute, il faut que tu t'émancipes de la tutelle, de la lourde férule de ce Wadjo. Souvenez-vous, Aïdjo avait été réélu en 1980 pour 5 ans. Il démissionne en cours de mandat en 82, Biya est le dauphin. Donc Biya est sur l'intérim. Donc la prochaine élection présidentielle est prévue pour 1985. Les gars lui disent non, il faut organiser une élection anticipée. Donc elle a lieu en janvier 84, il gagne. Alors on parle de coup d'État. Les loyalistes, l'armée lui dit, c'est nous qui te garantissons ton pouvoir. Et nous, tes frères, nous sommes le Parlement, et puis toi, tu es l'exécutif. Donc pas question que ce Wadjo, parce qu'Aïdjo veut revenir pour faire un congrès à la faveur duquel il va lui remettre la présidence du parti unique, l'UNC. Les Joseph Bourgouna disent, pas question, ce Wadjo ne revient pas ici, il reste là-bas. Pas question que tu vas donner quelque chose aux Bamileke parce qu'ils sont déjà des commerçants et tout. Et puis eux aussi, il faut que nous aussi on fasse des affaires. Voilà, il ne faut pas laisser les Bamileke, machin. Mais on leur a donné de l'argent. Donc à un moment, Biya est mal. Biya se dit, ah bon, donc vous voulez me braquer contre les Camerounais pour qu'on vienne m'enlever? Ils ramènent Fauchivé. C'est eux qui ont fait partie Fauchivé. Mais quand Biya ramène Fauchivé, il dit à Fauchivé, je ne t'amène pas pour t'occuper de ma sécurité. J'ai organisé. Je t'amène pour que tu t'occupes de l'aspect économique, les crimes économiques. Et je te demande d'aller enquêter chez les miens. Parce que c'est eux qui foutent le truc. Regardez les gens de l'opération Épervier. Regardez d'où ils viennent. Et vous allez apprécier. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question tout de suite. Oui, pleinement. En fait, ce sont des erreurs managériales profondes, c'est-à-dire des vagues de recrutement, parce que vous avez parlé du recrutement d'1 million de fonctionnaires. Je sais que par la suite, 1 500 000. Et par la suite, il y a eu plusieurs autres vagues de recrutement de fonctionnaires pareils, des recrutements qui étaient teintés de ce faux truc qu'on appelle l'équilibre régional et qui permettait d'aller chercher dans des localités qui lui seront peut-être électoralement favorables des personnes qui va installer à des fonctions qui n'avaient rien à faire, des gens qui n'avaient pas de bureau, qui n'avaient même pas de cahier de charges précis qui occupaient des postes dans la fonction publique. Je comprends un peu mieux. Maintenant, je comprends également que la logique tribale est celle qui a prévalu dans la plupart des politiques que ce chef de l'État a mené jusqu'ici. Mais ce que je voudrais savoir, d'après vous, aujourd'hui, quand vous regardez ceux qui sont là et qui sont en train de s'organiser pour prendre la suite après lui, quelle est la logique qui prévaut le plus entre la tribalité et la fraternité, l'appartenance au cercle ésotérique, la franc-maçonnerie et autres? Quel est le lien qui est le plus fort? Et peut-être qu'il faudra casser profondément lorsqu'il s'agira pour nous autres de prendre les affaires. Question très pertinente, mais en préambule,
je pars du postulat selon lequel quand Paul Biya partira, ce machin va disparaître avec. C'est la même chose qu'on a vu aux Zaïre de Mobutu avec le MPR, Mouvement Populaire Révolution. Parce que ce sont des partis artificiels. Si vous prenez le RDPC, c'est un parti qui n'a pas de base, sociale. Ils ont un président que personne ne voit jamais. S'il fallait respecter la logique stricte du fonctionnement des partis, Paul Biya n'est plus le président du RDPC depuis septembre 2024. Un parti qui ne tient jamais de congrès. Qu'est-ce qui va se passer? Là-dedans, le RDPC, c'est un panier de crabes, des scorpions, des serpents et tout. C'est-à-dire que ce sont des gens, c'est un complément, on va dire, c'est un conglomérat de gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Le seul intérêt qu'ils ont, c'est de violer et de piller le Cameroun. Vous avez cité quelques-uns, mais au début, tous ces gens étaient des Rosicruciens. Parce que je vous ai parlé de lui, Paul Oudjoula, qui avait dit on va donner l'indépendance, on l'a donné, parce que nous allons procéder au remplacement des gouverneurs à la peau blanche par les gouverneurs à la peau noire. Mais pour continuer à tenir, il faudrait qu'on les tienne. On va faire la Rose-Croix. Mais tous les grands maîtres de la Rose-Croix sont en Occident. Donc si vous êtes représentant local de la Rose-Croix, votre représentant est là-bas, dont la colonisation n'est pas finie. C'est vous qui êtes aux affaires. Donc après, on va voir la franc-maçonnerie qui va arriver. Mais vous avez les grandes loges qui sont en Afrique, mais leur maison mère, c'est en Occident. Que ce soit le Grand Orient de France ou bien ce soit la Grande Loge de France. Vous prenez la Côte d'Ivoire, tous ces gens, ils se croisent là-bas. Donc la colonisation continue, mais sous un autre aspect. Ou même les loges américaines qui sont également présentes au Cameroun. Mais tout à fait. Mais Biya, lui, il est champion parce qu'en même temps, il est dans quelque chose qui s'appelle la Kabbale. C'est une secte israélienne. Parce que quand il est allé demander aux Israéliens de l'aider, les Israéliens lui ont dit voilà, si tu votes contre la Palestine, ou bien tu votes avec Israël, chaque fois qu'on met une résolution des Nations Unies condamnant Israël, il suffit que l'ambassadeur du Cameroun aille aux toilettes. Et on vote après lui, toi tu vas mourir au pouvoir. Donc il est aussi dans la Kabbale. Il a donné beaucoup d'argent là-bas. Il était dans la Rose-Croix, mais il en est parti parce que son chef supérieur à l'intérieur, c'était Titus Ezoa. Alors comme il s'est fâché avec Titus Ezoa, il est parti à la franc-maçonnerie. Il a couplé ça avec la Kabbale. On nous a dit qu'il est dans une autre secte japonaise qu'on appelle Ekanka. Donc, c'est avec Ekanka qu'il a tué Jean Zoa. Parce que les gens d'Ekanka, ils te tuent au moyen de... Comment ils appellent ça? De la chevalière. Je vous raconte une petite anecdote. En 98, je suis au Cameroun. Je suis venu pour une mission au Méridien. Il devait me faire 6 mois, j'en ai fait 4. Donc, le jour où il y a des brûlés, à Sam-et-Foulan, moi je pars de Douala, nous sommes, je me rappelle de mémoire, le 28 février 98. Et il y a des brûlés à Sam-et-Foulan, c'est une citerne de la SDP, elle était couchée, et puis il y avait du pétrole qui sortait en compte-gouttes. Et il y a un monsieur qui, chacun venait se servir, il y a un monsieur qui a estimé que le pétrole coulait très lentement à son goût. Il a pris un morceau de fer et il est allé pour élargir la barrique. Mais ça a touché le plomb et ça a provoqué un incendie et il y a des morts. Plus de 300 morts en moins d'une heure. Donc, Biya n'était pas au Cameroun. Donc, la semaine d'après, il est à la cathédrale. Je crois que ce sont les obsèques d'un évêque. Je ne sais pas si c'est Toga ou il devait être de Bolova, quelque chose. Bref, c'est Jean Zoa qui est en train de présider le truc. Effectivement, Monseigneur est Toga lors de ses obsèques. Voilà. Et donc, c'est Jean Zoa qui est là en train de faire l'office. Je suis la scène comme tout le monde. Biya est dans la salle et il s'attaque à Biya. Il dit non, c'est la mauvaise gouvernance qui fait que les gens sont désespérés, etc. Blablabla. Donc, la semaine d'après, on va faire une messe en hommage aux disparus. Et la télévision, j'étais à Douala dans un salon de coiffure entre Shell Nubel et Bonapriso. Donc, je ne sais pas qui j'attendais là-bas, mais bref, ils mettent la télévision. Et le journaliste de la CRTV dit oui, le chef de l'État est représenté par le Premier ministre Peter Musonga, etc. Le président ne sera pas là. Et
Pendant qu'il est en train de dire ça, le président entre. Donc il n'était pas attendu. Donc le Premier ministre lui fait la place, on installe le président, etc. Et le président est en train de manier sa chevalière. Et Jean Zoa est en train de faire son homélie. Et tout d'un coup, il se prend. Il s'écoule, on le prend dans l'ambulance. Nous, on regarde toujours la télé. 10 minutes plus tard, quelqu'un vient dire murmurer quelque chose à l'oreille du président. Jean Zoa vient de mourir. Mais lisez le journal, comment on appelle ça, le Messager, le lendemain. Le Messager dit quoi? On bien fusille Jean Zoa en direct. Donc, il y a ces sectes-là. Et les gars ont commencé à dire, moi j'ai lu un journal suédois, on racontait que non. Presque arrivé à la fin de cette édition spéciale depuis nos centres de production, nous décryptons, nous analysons et nous posons la problématique. Alors, bienvenue sur cette chaîne politique d'Afrique, décryptage, analyse, comme je vous expliquais. Madame et monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue pour que cette prochaine édition du 20h, si vous le voulez donc très bien. Bao!